Il y a 56 ans, au Nigeria, des généraux de la tribu Igbo vivant dans la région du sud-est du pays déclaraient l'indépendance de la République du Biafra. S'en est suivie une guerre civile d'une rare atrocité et une terrible famine, provoquant la mort de plus d'1 million de personnes. Mais quelles sont les raisons de cette guerre? Nous en parlons dans un instant. Le 1er octobre 1960, le Nigeria proclame son indépendance et dispose déjà à cette époque d'importants atouts économiques. Il était le premier producteur mondial d'huile de palme, le troisième producteur mondial de cacao après le Ghana et le Brésil, et un gros exportateur de coton. Au début de cette décennie, des gisements de pétrole viennent d'être découverts au Biafra, situé dans le sud-est du pays. Cette région nigériane regroupait dans les années 1960 entre 12 et 13 millions d'habitants, appartenant en majorité à la tribu Igbo. Les premières difficultés du Nigeria commencent lors des élections de 1965, lorsque l'Alliance nationale nigériane, parti conservateur composé essentiellement de Yoruba, l'emporte largement sur l'UPGA, Grande Alliance progressiste unie, majoritairement composée d'Igbo. Considérant que les votes sont frauduleux, des officiers Igbo renversent alors le gouvernement et placent le général Johnson Aguiyi Ironsi à la tête de l'État le 15 janvier 1966. Les tensions s'attisent dans le pays et une rébellion anti-Igbo éclate quelques jours plus tard dans le nord. Des Igbo sont pourchassés et massacrés. D'autres tentent de fuir, déclenchant un exode massif vers la province de l'Est. Dans le même temps, un nouveau coup d'État militaire perpétré par des officiers du Nord chasse les Igbo du pouvoir et le 29 juillet 1966, le général Johnson Aguiyi Ironsi qui est à la tête de l'État est assassiné. Le nouveau gouvernement installe le lieutenant-colonel Yakubu Gowon, qui entreprend une réforme administrative clairement dirigée contre les Igbo. Ces derniers, inquiets de la possibilité de perdre tous les revenus pétroliers en raison du redécoupage du pays en 12 États, déclarent leur indépendance du Nigeria le 30 mai 1967, fondant la République du Biafra, dirigée par le colonel Ojukwu. La nouvelle nation ne sera reconnue officiellement que par le Gabon, Haïti, la Côte d'Ivoire, la Zambie et la Tanzanie. En effet, dès la fin de l'année 1966, le gouvernement militaire de la région du Biafra, le lieutenant-colonel Ojukwu, ne semble nullement décidé à reconnaître l'autorité de son collègue Yakubu Gowon. Au début de l'année 1967, il confisque le matériel ferroviaire qui transite par le Biafra et entame des négociations directes avec les sociétés pétrolières installées dans la région. Il entreprend ensuite de constituer une armée biafraise, et en mai 1967, il proclame l'indépendance du Biafra. Tout cela se fait évidemment avec le soutien de l'Espagne de Franco, du Portugal de Salazar et essentiellement de la France du général de Gaulle. Dans cette guerre, la France menait, pour sa part, une double action diplomatique ambiguë. En effet, d'un côté, il y avait une diplomatie officielle menée par le ministère des Affaires étrangères, qui soutenait officiellement le gouvernement fédéral nigérian. Tandis que de l'autre côté, une diplomatie secrète était menée directement par l'Élysée. De Gaulle n'était pas favorable au Nigeria pour 3 raisons. La première est qu'il n'avait pas oublié qu'à la suite de l'explosion de la 3e bombe atomique française au Sahara, le Nigeria a cessé un temps ses relations diplomatiques avec la France. La deuxième raison était le pétrole du Biafra. Au Nigeria, le pétrole était partagé entre la Shell, qui est anglaise, et une société française, une filiale de Elf. Les Français s'estimaient mal servis. Par conséquent, en encourageant la sécession biafraise, ils espèrent mettre la main sur les ressources pétrolifères du pays, lesquelles se trouvent justement au Biafra. Quant à la troisième raison, elle était stratégique. La France estimait que le Nigeria est un pays trop grand par rapport à ses voisins de la région qui sont, pour la plupart, des pays africains francophones encore sous l'influence française, et qu'il fallait donc le morceler. Pour aboutir à cela, elle ne va pas hésiter à s'engager à fond. Cependant, le pari était risqué car en cas de défaite du Biafra, elle risque de perdre ce qu'elle possède déjà au bénéfice des compagnies anglo-saxonnes. Le soutien français au Biafra a été possible grâce à l'intervention de 2 hommes, Jacques Foccart, un personnage mystérieux qui fut nommé secrétaire général pour les affaires africaines et malgaches en 1961, et le président ivoirien Félix Houphouët-Boigny qui partageait la même conception que Foccart sur la manière de venir en aide au Biafra.
À l'occasion de cette guerre, on assiste à la formation de deux curieuses alliances, le côté nigérian d'une part et le Biafra d'autre part. Le côté nigérian était soutenu par les Anglais et les Soviétiques, tandis que le Biafra était appuyé par les Français, les Portugais, les Espagnols, les Chinois et bien d'autres. Certains de ces soutiens étaient essentiellement politiques. D'autres étaient militaires et se traduisaient en fourniture d'armes en toute discrétion comme c'était le cas de la France. Elle exprimait publiquement sa sympathie pour le Biafra et lui fournissait des médicaments. Cependant, officiellement, en aucun cas elle ne livrait d'armes et n'intervenait dans ce conflit intérieur. En réalité, compte tenu du fait que le gouvernement français avait déjà prévu la sécession biafraise, les services secrets français étaient appelés à jouer un rôle déterminant dans ce conflit. Dès 1963, un officier supérieur du service de renseignements extérieurs français a été envoyé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour une mission bien précise, surveiller de près la situation au Nigeria et rendre compte régulièrement à Jacques Foccart. Dès le début de la guerre en juillet 1967, 150 mercenaires français ont été mandatés par l'Élysée pour combattre sur le terrain et entraîner les Biafrais. Ce groupe de mercenaires était composé d'orphelins des guerres coloniales, de soldats perdus, et était sur le marché, prêts à s'engager dans une nouvelle guerre en échange de beaucoup d'argent. Parmi ces mercenaires, il y avait Bob Denard, un gaulliste historique faisant partie des services secrets français et qui a participé à plusieurs guerres, dont la guerre d'Indochine, la crise congolaise de 1960, la guerre civile du Yémen du Nord, la guerre civile angolaise de 1975, etc. Également du côté des autorités nigérianes, des mercenaires anglais pour la plupart sont recrutés. Le gouvernement français d'alors avait permis aux sécessionnistes biafrais d'ouvrir opportunément à Paris un institut de recherches historiques sur le Biafra, mais qui sera en réalité un bureau de recrutement et une officine d'achat d'armes. Une fois les armes achetées, elles étaient livrées aux sécessionnistes biafrais. En 1967, un avion décolle en direction de Lisbonne puis de Sao Tomé, une petite île au large du Gabon qui servait de base arrière aux trafiquants d'armes. Mais, l'avion explose alors qu'il survolait le territoire nigérian. Selon certaines sources, l'avion aurait été touché par les Nigérians. Mais d'autres affirment que des mercenaires qui se trouvaient dans cet appareil auraient profité du passage au-dessus de Lagos pour lancer quelques grenades. Cette aide matérielle clandestine a été ensuite relayée par l'aviation militaire française. En effet, des appareils chargés d'armes décollaient régulièrement en direction du Gabon ou de la Côte d'Ivoire, deux pays avec lesquels la France avait signé des accords de coopération militaire. Ces avions atterrissaient dans des aéroports et les caisses d'armes étaient transportées vers d'autres avions affrétés par des associations humanitaires censées transporter des médicaments tels que la Croix-Rouge, ou encore les Chevaliers de Malte. Ces avions humanitaires prenaient les airs pour aller se poser au Biafra. Ces associations humanitaires qui, en fait, devraient être des organismes neutres, violaient ainsi leur propre statut. On estime que chaque jour, plus de 20 tonnes d'armes étaient ainsi livrées aux sécessionnistes du Biafra. Au cours de cette guerre civile, les troupes du Biafra firent des incursions à l'ouest du territoire nigérian. Le Nigeria a d'abord réagi par un blocus économique et s'est toutefois défendu et a contre-attaqué, avançant dans le Biafra et forçant le gouvernement biafrais à déplacer à plusieurs reprises sa capitale. Au début des troubles, inquiet de l'imminence de la guerre, l'écrivain Wole Soyinka, futur prix Nobel de littérature, tente de passer au Biafra et profite de ce geste pour inviter les parties à trouver une issue pacifique. Mais il est arrêté et passe 25 mois en prison. Le 9 mai 1969, un massacre a eu lieu dans une base de l'ENI, une société italienne d'hydrocarbures, dans lequel 10 techniciens italiens ont trouvé la mort. En 1970, le Biafra est ravagé par la guerre et se trouve dans une situation de grande pénurie alimentaire. Au milieu de l'effondrement militaire et économique, le lieutenant-colonel Ojukwu qui dirigeait l'armée du Biafra prend la fuite vers la Côte d'Ivoire et le reste du territoire de la République a été réincorporé au Nigeria. On estime qu'environ 1 million de personnes sont mortes au cours du conflit, principalement de faim et de maladie. Après le conflit, des propositions de réconciliation ont été faites par le gouvernement du Nigeria et les combattants du Biafra ont été autorisés à réintégrer l'armée régulière nigériane. Une délégation biafraise arrive à Lagos et signe, le 15 janvier 1970, la reddition du Biafra et son retour au sein de l'État fédéral nigérian. En 1982, le lieutenant-colonel du Biafra,
Ojukwu, était finalement autorisé à rentrer au Nigeria après 12 ans d'exil en Côte d'Ivoire. À la fin de la guerre, le golfe du Biafra qui était essentiellement à la base du conflit fut renommé en golfe de Bonny par le gouvernement nigérian. Les populations qui y vivent aujourd'hui perdent de plus en plus de terres arables au profit des compagnies pétrolières, qui ne cessent d'étendre leur monopole sur la région. Même si les cicatrices ne semblent pas complètement refermées, le Biafra tente peu à peu de tourner la page sur cette partie de son histoire. Nous sommes à la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Merci pour votre attention et n'hésitez surtout pas à laisser un like, à commenter et aussi à partager. Au revoir.